Toutes et tous présents pour ce webinaire qui me tient particulièrement à cœur. Et je remercie Laurent Petiti pour son invitation et toute la délégation des barreaux de France à Bruxelles, parce qu'effectivement, c'est un thème sur lequel, avec d'autres collègues qui sont présentes, je travaille depuis quelques années. Alors, pour commencer ces propos introductifs, simplement dire une chose qui vient d'être rappelée. Effectivement, depuis très longtemps, je dirais depuis l'origine des communautés européennes, il est régulier d'établir des bilans de santé des communautés, puis de l'Union européenne. Combien de fois a-t-on entendu que l'Europe était en crise? Combien de colloques, de publications ont été consacrés aux crises de l'Union européenne, et en particulier à la dernière crise, la crise sanitaire. Or, la crise a une signification qui est d'abord médicale. C'est ce changement qui est subi, en général décisif, et qui marque l'arrivée d'une maladie. Les interrogations donc sur les mots MAUX de l'Europe, de l'Union européenne, sont depuis très longtemps nombreuses, légitimes, y compris dans la communauté des juristes. Mais finalement, l'inversion de la formule est beaucoup moins fréquente. Il n'a pas souvent été discuté, au plan académique comme au plan politique, dans une vision d'ensemble de l'Europe de la santé, de l'Union européenne de la santé, en particulier dans sa dimension juridique. Lorsque le débat était sur la table, il prenait très souvent un tour passionné, l'idée même d'un droit européen de la santé étant vivement critiquée, parfois même niée. Que viendrait faire ce droit venu d'ailleurs, dans un domaine empreint du colloque singulier entre le médecin et son patient, marqué par le pouvoir de police sanitaire des États et par des différences notables entre les systèmes de santé. Si vous voulez bien passer à la prochaine slide, l'intitulé finalement de la publication que vous avez sous les yeux, qui est une publication qui a été rééditée, qui est en open access, alors en langue anglaise, qui s'intitule « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Europe de la santé sans jamais oser le demander » en atteste. Mais ça, c'était finalement avant la pandémie que nous avons traversée et que nous traversons encore, puisque désormais, l'Europe est finalement sur toutes les lèvres doctrinales, comme politiques. Et j'ai inscrit là dans la slide quelques exemples attestant de cet intérêt nouveau, important, qu'a suscité la pandémie au regard de l'action de l'Union en matière de santé, ce qui est tout à fait logique. La crise du Covid est avant toute chose, même si le terme n'est pas idéal, une crise sanitaire. Le séminaire, le webinaire qui a lieu aujourd'hui et demain est d'ailleurs un indice de ce changement à l'œuvre. Alors, il m'appartient ici de prononcer des propos introductifs avant un webinaire qui va vous donner une vue tout à fait précise, thématisée sur l'ensemble des développements juridiques relatifs à cette Union européenne de la santé. Et donc, je me contenterai de propos assez généraux, parce que par nature, ils n'ont vocation qu'à introduire. Simplement, en préparant cela, je me suis rendu compte que la tâche n'était pas aisée. En effet, en règle générale, une introduction, un propos introductif a pour objet de faire tenir en une image un ensemble assez foisonnant, assez abondant. Or, s'agissant de la politique de l'Union européenne de la santé et de son droit, la tâche n'est pas du tout aisée. Elle est même impossible. Il est impossible de ne trouver qu'une seule image de cette politique de l'Union européenne de la santé. Et c'est finalement cette considération qui va me permettre de structurer ces propos introductifs en deux grands points. D'abord, vous dire que la tâche n'est pas aisée parce que pour toutes les politiques publiques et pour toutes les politiques de l'Union européenne, vous le savez, les leviers de ces politiques sont toujours multiples. Et j'en dirai un mot s'agissant du domaine de la santé.
Et puis ensuite, parce que, à propos spécifiquement du domaine de la santé, de la politique de l'Union européenne de la santé, les bases de cette politique sont encore davantage composites. Donc d'abord, simplement rappeler que toute politique publique et toute politique de l'Union européenne se fonde sur des leviers multiples. Alors, 2 observations seront faites. La prochaine slide, s'il vous plaît. 2 observations donc seront faites ici sur ce premier point. La première observation concerne toutes les politiques publiques. Vous le savez, une politique repose nécessairement sur des instruments variés, des réglementations, mais également des prélèvements fiscaux, le budget, les aides économiques, des moyens de connaissance des populations, les observations statistiques ou encore la contractualisation ou les outils de communication. Pendant ces 2 jours, on sera principalement évoqué celui qui intéresse les juristes que nous sommes, la réglementation. Cela est d'ailleurs logique parce que depuis l'origine, les communautés, l'Union sont comparées très souvent à un État régulateur qui recourt essentiellement, presque principalement, via la réglementation. Et en matière de santé, cette réglementation, entendue ici comme visant le droit dérivé de l'Union, cette réglementation est tout à fait ancienne et abondante. Alors ancienne, la première directive citée dans la slide, qui est une directive extrêmement connue, la directive 65-65 relative aux spécialités pharmaceutiques, est, comme la date l'indique, une vieille directive. Ancien aussi, ce corpus en atteste le fait que pour un certain nombre de domaines, nous en sommes à l'étape des révisions, voire des codifications. Le règlement du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux est un règlement de révision de vieilles directives sur les dispositifs médicaux de 1990. Abondant, les 340 textes provenant de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe qui sont cités dans les 2228 pages du Code européen de la santé sous la direction de nos collègues Anne Laude et Didier Tabuteau attestent de cette abondance. Abondance si importante que le droit de l'Union ne s'intéresse plus seulement, après être resté en périphérie, ne s'intéresse plus seulement aux produits de santé, mais s'intéresse au cœur même de la relation de santé. Et la directive du 9 mars 2011, qui est relative aux droits des patients en matière de soins transfrontaliers, a très clairement constitué un mouvement de bascule. Toutefois, prochaine slide, si la réglementation est essentielle, et elle va faire l'objet de ce webinaire, d'autres instruments participent d'une politique publique et le budget, par exemple, est un outil absolument déterminant de toute politique. Je remarquerai seulement ici, mais je pense que d'autres intervenants vont le dire, que le fait qu'au niveau de l'Union, dans le domaine de la santé, il y a eu une évolution assez substantielle ces derniers temps, sous l'influence de la pandémie. Dans le domaine de la santé, le budget de l'Union était depuis assez longtemps, le dernier programme en matière de santé 2014-2020 en atteste, était depuis assez longtemps modeste, aux environs, pour le dernier programme, de 450 millions pour cette période 2014-2020. Pour 2021-2027, le budget a été clairement amélioré après une discussion assez vive et l'Union investira désormais un peu plus de 5 milliards d'euros, ce qui multiplie l'investissement par 10. Alors certes, si on compare au budget total de l'Union ou aux budgets nationaux en la matière, il y a encore à relativiser cette somme, mais vous le voyez, l'outil qu'est le budget doit nécessairement être pris en considération. Deuxième observation, prochaine slide. Les leviers de la politique de l'Union européenne et de toute politique de l'Union européenne sont nécessairement multiples. Vous le savez, stricto sensu, la politique de l'Union et la réglementation qu'elle génère renvoient à l'ensemble des actes
de droits dérivés, directives, règlements qui sont pris par les institutions de l'Union sur la base de compétences qui leur sont attribuées via le traité. Mais lato sensu, on peut considérer qu'une politique de l'Union européenne, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, désigne plus que cela. On sait en effet qu'on doit clairement dissocier le champ d'application du droit de l'Union du périmètre de compétences de l'Union. Le juge de l'Union, la Cour, considère de façon absolument constante que les principes généraux de l'Union, par exemple les libertés de circulation, s'appliquent, que la matière relève ou non du champ de compétences de l'Union, s'applique aux mesures prises par un État membre dans un domaine, y compris de compétences dites retenues. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les politologues appellent l'intégration négative en opposition à l'intégration positive. Or, en matière de santé, ce levier, qui est l'intégration négative, a joué et joue un rôle encore absolument imposant. Véritablement, la politique de l'Union européenne de la santé, lato sensu, ne s'est pas établie uniquement sur des compétences, mais repose aussi sur des principes, et en particulier les principes de libre circulation. L'illustration de cela, c'est bien sûr la jurisprudence sur le remboursement des soins de santé obtenus à l'étranger, qui d'ailleurs fait l'objet de fascicules publiés par la Cour sur son site, la Cour de justice et les soins de santé, qui explique que depuis les arrêts Cole et Decker, la Cour souligne bien que l'obligatoire respect par l'Union des responsabilités des États membres en matière de soins médicaux n'exclut pas que les États soient tout de même tenus d'adapter leurs systèmes nationaux, ici leurs systèmes nationaux de sécurité sociale, sans que l'on puisse considérer qu'il y aurait de ce fait atteinte à leurs compétences souveraines. Et là, la Cour a exigé que toute personne qui se rend dans un autre État membre que celui de son État d'affiliation, pour s'y faire soigner de manière ambulatoire, doit pouvoir obtenir le remboursement sans autorisation préalable, dans la limite de la couverture garantie par son régime d'assurance maladie. Certains observateurs, c'est le cas de Scott Greer, insistent même sur l'asymétrie entre ce levier, celui de l'intégration négative, très important, et celui des compétences, qui le serait moins. Deuxième point de ces propos introductifs, au-delà de cette multiplicité des leviers, prochaine slide s'il vous plaît, qui est finalement le propre de toute politique publique et de toute politique publique de l'Union européenne, s'agissant de la santé, s'y ajoute une deuxième caractéristique, c'est le fait que les bases de cette politique de l'Union européenne de la santé sont des bases qui sont extrêmement composites. Et il y a là, me semble-t-il, un élément de spécificité par rapport à d'autres domaines. Alors, quand j'évoque les bases de la politique de l'Union européenne de la santé, j'évoque bien sûr la question des compétences en matière de santé. Or, à cette question, qui est une question assez classique en droit de l'Union européenne, la réponse dans le domaine de la santé fait apparaître une situation pour le moins bigarrée, pour ne pas dire désordonnée, une sorte de kaléidoscope. Ma première slide représentait ce kaléidoscope avec des fragments nombreux et sans doute des combinaisons infinies entre ces fragments nombreux. Alors dire ici que ce caractère composite n'est pas nouveau. Si l'on fait un bref retour sur le passé, je rappellerai donc ici qu'il a fallu attendre 1992 et le traité de Maastricht pour voir apparaître une compétence dédiée en matière de santé, ce qui signifie qu'avant cette date, les traités étaient silencieux et n'évoquaient la santé non pas en tant que compétence, mais uniquement en tant que réserve de compétences nationales. Le traité prévoyait, par exemple, à l'article 36, c'est toujours le cas, que les États sont autorisés pour protéger la santé, et la vie des personnes, sont autorisés à entraver la libre circulation des marchandises ou encore celle des travailleurs. Donc les traités étaient silencieux sur la santé en tant que compétence, mais cette situation-là ne doit pas
passer sous silence un contexte qui était déjà dans le passé composite. Composite pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu, dès le début de la construction communautaire, un débat sur la possibilité de créer une communauté européenne de la santé, débat qui a été initié par la France, en particulier avec le projet porté par Paul Ribert, qui était le ministre français de la Santé publique et de la Population, et qui en 1950 propose aux partenaires européens de créer une communauté européenne de la santé. Je vous ai mis un extrait de son discours. Le projet n'a pas abouti pour plusieurs raisons, mais en tous les cas, le silence du traité ne signifie pas que la question n'était pas abordée, n'avait pas été abordée au plan politique. Et puis, deuxième point, prochaine slide, et puis deuxième point, même si la santé n'était pas une compétence avant le traité de Maastricht et en particulier dans le traité de Rome, on peut tout de même trouver des dispositions dans les traités communautaires qui évoquent explicitement ou implicitement des fragments de santé. Le traité de Euratom, qui est toujours en vigueur, évoque la possibilité d'adopter des normes de sécurité pour la protection sanitaire des populations et des travailleurs face aux radiations ionisantes. Dans le traité de Rome, on trouve une compétence en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes pour les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, en matière de protection de la santé au travail, ou encore depuis l'acte unique en matière de protection de l'environnement avec pour objectif conjoint la protection de la santé. Et puis, il y a aussi l'article 100, qui est devenu notre article 114, qui permet aux institutions, depuis 1957, d'agir pour établir et faire fonctionner le marché commun dont on pressent qu'il pourrait être utilisé, y compris dans le domaine des produits de santé. Alors, en 1992, prochaine slide, ce caractère composite aurait pu finalement se réduire avec l'attribution d'une compétence dédiée. Effectivement, en 1992, une compétence est attribuée à l'Union européenne en matière de santé, compétence qui a ensuite été ramifiée au fur et à mesure des révisions pour devenir l'article 168 du TFUE actuel qui délimite la compétence de l'Union en matière de santé. Compétence qui est d'ailleurs assez ambitieuse, assez large, puisqu'au fil des révisions, les objectifs de l'action de l'Union dépassent la dimension de protection de la santé publique, de prévention des maladies et des grands fléaux, ce qui étaient les mots employés en 1992, mais s'étend à toutes les actions visant, c'est dans l'article 168 paragraphe 1, à toutes les actions visant à la prévention des maladies et des affections humaines. Cependant, malgré cette attribution d'une compétence, la situation reste composite. Elle reste composite car pour remplir ces ambitieux objectifs, la compétence qui est attribuée à l'Union est une compétence seconde, c'est une compétence d'appui, c'est une compétence complémentaire. L'article 6 du TFUE définit ce qui est une compétence complémentaire qui permet d'appuyer, coordonner, compléter l'action des États membres dans un certain nombre de domaines. Et vous voyez que le premier domaine, c'est la protection de la santé et l'amélioration de la santé humaine. Et pour enfoncer encore davantage le clou, dans l'article 168, il est bien dit au paragraphe 5 que le Parlement et le Conseil peuvent adopter des mesures, y compris contraignantes, mais qui ne peuvent pas harmoniser. Et à l'article 168, paragraphe 7, il est dit que dans tous les cas, l'action de l'Union doit être menée dans le respect des responsabilités des États membres sur deux questions, la définition des politiques de santé et l'organisation, la fourniture et le financement des soins médicaux. Prochaine slide. Il n'en demeure pas moins que malgré cette compétence complémentaire pour aboutir à des objectifs ambitieux, ce qui peut d'ores et déjà susciter un certain nombre de discussions, le caractère composite, et la slide qui est assez composite en atteste, le caractère composite continue de perdurer. Il continue de perdurer parce que malgré cette nature
complémentaire de la compétence, il existe une multiplicité de dispositions qui permettent de déverrouiller cette compétence et qui permettent à l'Union d'agir de façon partagée, d'agir en harmonisant. Il existe, pour reprendre les termes d'un article que j'aime bien, un web de compétences, un ensemble de compétences qui va bien au-delà de cette simple compétence d'appui. Deux exemples en attestent. Le premier exemple se situe dans l'article 168 lui-même, au paragraphe 4. Au paragraphe 4, il est en effet dit que par exception à la compétence complémentaire, dans certains domaines dans lesquels il en va d'enjeux communs de sécurité en matière de santé, dans certains domaines, le Parlement et le Conseil peuvent adopter des mesures, y compris d'harmonisation. Dans le domaine de la qualité et de la sécurité des organes, substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang, dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire qui ont directement un objectif, un lien avec la protection de la santé publique, et puis s'agissant des médicaments et des dispositifs à usage médicaux. La santé et le domaine de la santé est donc un domaine tout à fait particulier, puisque ce domaine relève par principe d'une catégorie de compétences qui est celle des compétences complémentaires, et par exception de la compétence partagée. À cela s'ajoute qu'il existe toujours l'article 114 du TFUE qui permet au Parlement et au Conseil d'adopter des mesures qui ont pour objet le rapprochement des législations lorsqu'il en va de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Or, très rapidement, il a été admis que cet article 114 pouvait être utilisé pour fonder des actes pris en matière de santé. D'abord, l'article 114 lui-même, dans son paragraphe 3, évoque le fait que la Commission peut prendre des propositions en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement et des consommateurs. Ensuite, la Cour a, dans plusieurs arrêts, le premier d'entre eux étant un arrêt du 5 octobre 2000, confirmé cela. Le législateur ne peut pas être empêché d'utiliser l'article 114 lorsque les conditions sont réunies, y compris lorsque la protection de la santé est aussi un objectif. Et puis, par ailleurs, il existe une clause d'intégration dans l'article 168 et puis également au début du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 9 du TFUE, qui énonce le fait que la protection de la santé doit être intégrée dans toutes les politiques et actions de l'Union, ce qui est un argument essentiel pour utiliser l'article 114 comme base juridique. Et force est de constater que l'article 114, le recours à l'article 114 en matière de santé, a été avant 1992, mais aussi après 1992, tout à fait important pour fonder quasiment l'intégralité du droit de l'Union européenne en matière de médicaments, pour fonder les différents textes dans le domaine de la sécurité sanitaire et alimentaire, pour fonder des textes en matière de santé publique, notamment les directives tabac, ou encore pour fonder, aux côtés de l'article 168 du TFUE, la directive relative au remboursement des soins transfrontaliers à l'étranger. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, dans cette situation-là, on pourrait se dire, et ça sera mon dernier point, que le futur pourrait être celui d'une simplification de ces bases de la politique de l'Union européenne, de ces bases composites. Pourtant, pour l'heure, ce n'est pas exactement ce qui se dessine, même si il est difficile de faire une projection. Il faut admettre que la perspective d'une révision de la compétence en matière de santé a été et reste, dans le contexte de la pandémie, clairement envisagée. Un certain nombre d'initiatives de la société civile et d'initiatives doctrinales ont été prises. J'ai renvoyé dans la slide à ce manifesto pour une Union européenne de la santé, qui est un document important venant des parties intéressées. Par ailleurs, s'ajoute le fait que les 2/3 des citoyens, dans les enquêtes d'opinion, cela apparaît assez clairement, même si vous le voyez entre États membres, les choses peuvent varier,
les indices peuvent varier, les nombres peuvent varier, mais en moyenne, 2/3 des citoyens de l'Union demandent, suite à la pandémie, un rôle plus actif de l'Union européenne en matière de santé. Et puis, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est en cours et qui a publié ses 49 propositions le 30 avril dernier, on trouve parmi ces 49 propositions, dans un item santé, 1.3 que j'ai mis sur la slide, qui demande à ce que l'Union européenne de la santé soit renforcée en exploitant le potentiel du cadre actuel et peut-être en incluant la santé et les soins de santé parmi les compétences partagées entre États et Union en modifiant l'article 4 du TFUE. Cependant, prochaine slide, cette perspective n'est pas du tout encore certaine et donc la simplification n'est pas encore au rendez-vous. D'abord, au plan politique, stricto sensu, en dépit de cette proposition, de ces 49 propositions qui viennent d'être publiées, il n'y a pas de proposition concrète. Alors certes, la Commission a, à l'automne 2020, adopté 3 propositions qu'elle a présentées sur son site comme les premiers éléments constitutifs d'une Union européenne de la santé, mais malgré les éléments de langage, ce ne sont pas des propositions qui viennent modifier la compétence, elles viennent simplement proposer des modifications du droit dérivé, une révision de la décision relative aux menaces transfrontières graves pour la santé, un renforcement du rôle de 2 agences, l'Agence européenne des médicaments et le Centre de prévention et de contrôle des maladies. Et en outre, été créé l'ERA et une stratégie pharmaceutique a été adoptée. Donc des éléments importants du point de vue du droit dérivé, mais qui ne correspondent pas à une modification de la compétence. Et puis au plan doctrinal, les avis sont aussi partagés. Il est souvent rappelé, c'est le cas dans une publication de Scott Greer, notamment récente, il est souvent rappelé qu'il n'est pas au fond inenvisageable d'aller plus loin. Mais les obstacles de la procédure de révision sont nombreux et il y a parmi les spécialistes de la santé de l'Union un certain consensus pour dire que l'Union dispose déjà de nombreux outils juridiques, de nombreuses bases juridiques et qu'il suffit de les interpréter de manière plus globale et de les soutenir politiquement. Alors voilà, pour conclure, on voit donc, dernière slide, qu'à l'heure de donner finalement en une seule image une vue de la politique de l'Union européenne de la santé, il faut se résoudre à donner des fragments, à faire apparaître ce qui reste encore un grand kaléidoscope. Alors, ce n'est pas spécifique à ce domaine. L'influence du droit de l'Union dans tous les domaines est une influence polymorphe qui est le résultat de l'effet combiné de l'application des règles générales du traité, notamment des libertés, sous le contrôle du juge, et de l'adoption sur la base de compétences d'actes de droit dérivés. Par ailleurs, dans tous les domaines, on peut repérer des ajustements de compétences, notamment via l'article relatif au marché intérieur. Mais cette hétérogénéité est dans le domaine de la santé particulièrement vive, à tel point que pour certains auteurs, on assiste ici à une sorte de révolution silencieuse, à une politique de l'Union européenne qui ne dit pas son nom. Or, cette révolution silencieuse comporte un côté obscur, une dark side, qui n'est pas du côté de la validité en droit. Le recours à d'autres bases juridiques est valide si les conditions pour utiliser une telle base juridique sont réunies et parce que les textes sont adoptés par le Parlement et le Conseil à la majorité qualifiée des États. Mais le côté obscur a sans doute à voir avec la question de la légitimité. Scott Greer nous dit, pour le citer à nouveau, il y a là sans doute, peut-être, un risque de démocratie. La pandémie que nous traversons et que nous avons traversée a ceci d'intéressant qu'elle est sans doute l'opportunité de faire la lumière sur ce silence, cette révolution silencieuse, et peut-être de clarifier, au moins à la marge, le statut de la protection de la santé en droit de l'Union. Merci beaucoup.